est très difficile. Mmh. C'est même le plus difficile en histoire, expliquer pourquoi une chose n'est pas arrivée. Pour le racisme, cette partie 4, elle est très particulière et on se demande d'ailleurs finalement pourquoi elle prend autant d'importance pour dire vrai. Enfin, on comprend qu'elle prenne énormément d'importance, mais finalement, est-ce que le racisme est consubstantiel plus particulièrement au fascisme ou au nazisme, Jouan? À mon avis, il n'est pas du tout consubstantiel au... Tu peux avoir un... D'ailleurs, je dis ça quelque part, enfin, je parle du racisme antisémite. Mmh. Le racisme antisémite, non. Tu as des fascismes qui ont été philo-sémites, selon mon opinion. Comme par exemple le fascisme italien jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'en 38, par exemple. Oui. Pardon ? Jusqu'en 38. Oui, voilà. Le fascisme portugais, qui n'a jamais été antisémite. Le fascisme espagnol, sauf pendant la guerre civile, quand ils avaient besoin de l'appui nazi, et autres. Bon, et bien sûr, tu as aussi beaucoup de fascismes au pluriel qui sont antisémites, à cause du capital financier, etc., qu'ils assimilent au sémitisme. Dans le cas allemand, enfin germanique, c'est beaucoup plus vaste que le capital financier. D'autre côté, il y a un racisme qui était généralisé, que c'était le racisme anti-noir. Mais ça, c'était caractéristique de toutes les métropoles coloniales. Londres, Paris, qui n'étaient pas donc des capitales fascistes. Alors, ce qui m'intéresse, ou ce qui m'a intéressé dans la question du racisme, d'abord, c'est la question du national-socialisme. Et j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que signifiait juif pour les national-socialistes. Parce que la mythologie sioniste du juif est tellement forte qu'on finit par croire qu'il y avait vraiment des juifs raciales, quoi, des gens qui racialement étaient juifs. Ce qui était l'opinion, ce qui était 50% de l'opinion du Troisième Reich, et ce qui est 100% l'opinion du sionisme. Je dis 50% l'opinion du Troisième Reich, parce que l'autre 50%, c'était que le caractère juif n'était pas biologique, mais culturel. Hitler l'a très clairement dit dans un de ses, comment on dit en français, propos de table, Oui. qui sont très très intéressants, quand il dit c'est bien que les juifs ne sont pas une race biologique, ils sont une race idéologique, spirituelle, il dit bien sûr, s'ils n'aient pas idéologique, une race spirituelle, et ça c'est bien plus dangereux. Et le Troisième Reich a toujours refusé de définir biologiquement ce qu'était un juif. Bien sûr, parce que le juif était en même temps culturel et biologique, ou en même temps biologique et culturel. J'utilise beaucoup le travail, enfin, l'énorme bouquin de Houston Stewart Chamberlain, qui était un Anglais qui s'est naturalisé allemand pendant la Première Guerre mondiale, qui était comment dire, pas un ami, parce que ces gens-là n'avaient pas d'amis, mais enfin un conseiller, si on peut dire, de l'empereur, du Kaiser Wilhelm II, Guillaume II, et qui était marié avec la fille de Wagner, petite fille de Liszt, donc qui était le chef de famille masculin de la principale famille, la principale dynastie allemande. Enfin, une des deux, parce que l'autre serait la sœur de Nietzsche. Et il est très clair, là, enfin, si on peut être clair dans les choses obscures, il est très clair dans son bouquin Les fondements du 19e siècle, sur le caractère en même temps spirituel et biologique des races. Il parle d'oligocéphalie spirituelle, etc. Donc ça m'a intéressé énormément parce que c'est le cœur même du problème du Troisième Reich et surtout des SS. Bon, à partir de là,
j'ai dû analyser l'envers, l'autre côté de la question, c'est-à-dire si le juif était défini de cette façon, en même temps biologique que culturelle, qu'est-ce que c'était le sionisme? Et donc, j'ai dû développer cette question des rapports entre les sionistes et le nazisme, et le fascisme italien aussi. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de la question du racisme à cet endroit-là, mais non, il n'est pas du tout caractéristique de tous les fascismes. En même temps, ça permet de faire le pont avec les démocraties capitalistes, parce que entre l'eugénie surtout nord-américaine, n'est-ce pas, des États-Unis, et le racisme allemand, il y a des liens très 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 serrés. Il y a un historien américain qui a assez bien travaillé la question, mais aussi un Français comme Pichot, par exemple, qui a un très bon bouquin là-dessus, et d'autres, bien sûr. Pas bien sûr, non, parce qu'il y a... Enfin, c'est pas une question commode, quoi. Mais, si tu veux, où on trouve, avant tout, les idées du racisme SS, du racisme allemand, du racisme du Troisième Reich, c'est dans le bouquin signé par Faure sur les Juifs internationaux. Et Henry Faure, c'était un Nord-Américain, n'est-ce pas? Donc ça permet aussi de faire le pont entre le fascisme allemand, enfin germanique, parce qu'allemand et autrichien, le fascisme germanique et les démocraties capitalistes. C'est tout ça qui m'a intéressé dans la question du racisme. Mais qu'est-ce que je dirais, tu problématises de manière beaucoup plus globale sur l'émergence du racisme? Parce que on comprend bien que tu aies voulu faire une sorte de généalogie du racisme national-socialiste, mais dans cette généalogie, qui est bien évidemment plus spécifique, est-ce que tu vois quand même des traits, je dirais, qui traversent le monde à cette époque, qui fondamentalement l'inscrivent comme quelque chose qui émerge, je parle du racisme biologique, qui émerge à une époque très particulière, qui est celle de ce qu'on appelait le siècle du nationalisme, de l'apparition de la biologie, de l'apparition de la manière dont on a développé les sciences de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient même chapeauter quelque chose de plus spécifiquement national-socialiste dans les préoccupations biologisantes du racisme? Oui, j'ai essayé d'une façon très rapide, trop rapide, essayer de démontrer que le racisme n'était pas du tout traditionnel en Europe, ni nulle part dans le monde. Il y avait une certaine, suspicion des étrangers, si on veut, mais pas par question raciale. Hein. Un étranger pourrait être un terreur. Je donne comme exemple dans la peinture, qui est le domaine peut-être le plus familier pour moi, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la peinture. Je donne l'exemple des rois mages, n'est-ce pas, de Balthazar, le roi noir. À mon avis, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qui apparaît, j'essaye je ne vais pas dire démontrer, mais susciter un peu la tension là-dessus avec l'œuvre de Darwin. À mon avis, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'apparaît vraiment un racisme biologique en Europe. Pas dans les colons blancs en Amérique latine, mais ça c'est autre chose. Ils étaient tout à fait marginalisés culturellement dans le monde de l'époque. Ils étaient racistes, bien sûr. Ils étaient esclavagistes, donc c'était raciste. Je ne propose pas d'explication. Là-dessus, ça serait notre bouquin, ça serait des années de travail pour fouiller des documents et tout ça, pour essayer de trouver une explication convaincante. Je me limite
à quelque chose de chronologique et pas plus. Je commence là, donc, à la deuxième moitié du XIXe siècle, rapport entre l'eugénie nord-américaine et l'eugénie allemande, et après comment les Allemands et les Autrichiens, donc le monde germanique, développent tout ce qui a été d'abord construit dans l'eugénie nord-américaine. Donc pour toi, l'apparition du racisme est véritablement marquée par... Enfin, l'œuvre de Darwin marque vraiment l'apparition du racisme biologique Non, pas exactement. À propos de Darwin, j'ai essayé de montrer la contradiction entre son premier grand bouquin, là, sur le voyage du Beagle, qui est un bouquin sous le point de vue anthropologique et d'autres géologiques aussi, tout ça tout à fait... il était un génie, c'était incroyable. Et donc il est avant, parfois un siècle avant d'autres. Le livre, surtout les deux livres où il parle de l'être humain, n'est-ce pas? C'est pas l'origine des espèces. C'est la filiation de l'homme. L'être humain. Mais c'est les deux autres, je fais les citations, j'indique les pages, ayez voir, mais voyez si c'est raison ou si j'ai tort. Je dois te dire une chose, c'est très ennuyeux, mais c'est vrai. Je lis n'importe quoi, mais je veux dire, je me méfie des historiens français. Dans les dernières décennies, quelque chose depuis les années 70. C'est des propos vaseux. Ils ne font pas de travail empirique. Il y en a qui sont très bons. J'ai cité Pichot tout à l'heure. Voilà un bouquin qui est un bouquin très 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 bon. Qu'est-ce que je définis comme un bouquin très bon? Un bouquin avec lequel je peux ne pas être d'accord, mais qui m'apporte énormément de choses. C'est ce que j'appelle un bouquin très bon. Peu m'importe si je suis d'accord ou pas avec le bouquin. Mais j'y apprends énormément, parce qu'il a fait un bon travail empirique, parce qu'il fait de belles analyses basées sur un travail empirique. Bon, la plupart des historiens français, pas seulement du 19e siècle, je parle aussi du régime seigneurial, c'est ce que j'ai étudié le plus, enfin, au Moyen-Âge. Et je parle de cette génération après les années 80. C'est des propos en l'air. C'est de la spéculation dans le pire sens du mot. Moi, je suis navré de le dire. Non, mais je pense que tu as raison, Jouan, parce que, alors autant, je vais affirmer mon propos, il se trouve que Patrick Thor, qui est un homme de gauche, qui est un grand spécialiste international de Darwin, qui est son traducteur en français dans les éditions, je crois, Honoré Champion ou Zlatkin, je ne sais plus. Il se trouve qu'il a pondu un petit texte il y a très peu de temps, et lui-même, comme homme de gauche, qui est un spécialiste de Marx, fait une réhabilitation d'ailleurs assez suspecte en disant très clairement, oui, les races existent. Alors il se propose d'un point de vue de gauche de les réhabiliter, qui est assez étrange d'ailleurs pour le coup pour un homme de gauche. Mais cela dit, effectivement, c'est pour ça qu'on peut concourir à ta thèse qui est que en lecteur de Darwin qu'il est et toi dans ta proposition, vous vous retrouviez en savoir que Darwin finalement est bien quelqu'un qui a appuyé sur le concept de race, quoi. Voilà, très, très étrangement d'ailleurs. Quand je dis que Darwin était un génie, il était un génie avec tous les avantages d'être un génie. Il était un très grand scientiste, c'est-à-dire il ne fermait pas ses modèles. Et un très grand scientiste, ça se voit dans les notes de bas de page. Et dans les notes de bas de page de Darwin, comme de Marx, tu as des possibilités d'interprétation différentes de celles qui sont dans le texte. Précisément parce qu'il est un grand scientiste. Alors il voit qu'il y a des points de fuite qu'on peut interpréter d'une autre façon. Mais il ne vaut pas la peine de dire qu'il n'est pas raciste. Il est. Il est devenu. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Darwin et Galton? Oui, il y a une différence. Galton était tout à fait sûr de ses résultats, et Darwin, il hésitait. Il hésitait, mais le pied du côté de Galton allait plus loin que le pied du côté de l'hésitation. Bon,
Même ça ne veut pas dire que je refuse Darwin ou quoi que ce soit, ça serait une imbécilité, mais c'est indispensable, c'est comme Einstein, ne sais pas quoi, c'est-à-dire il a ouvert Bien sûr. d'autres perspectives. Et pourtant, oui, et pourtant on peut s'entendre sur le fait que les races n'existent pas. Voilà. Voilà. Voilà, oui, Il était aussi de son époque, quoi. Marx a voulu dédier le Capital à Darwin, n'est-ce pas? Darwin a dit, ah non, ma femme, ça serait un problème pour ma femme. Bon, les femmes, les pauvres, elles ont toujours la responsabilité. Mais pauvre épouse. Mais voilà, mais c'est comme ça, c'était le 19e siècle. On a exigé l'avantage. Donc, mais le fait, c'est que Darwin, il dit carrément que les Noirs sont inférieurs aux hommes et les femmes sont... les Noirs sont inférieurs aux Blancs et les femmes sont inférieures aux hommes. Bon, ça y est, c'est écrit. Il n'y a pas... On ne peut pas tourner ça d'une autre façon. Maintenant, Speer s'arrêtait, ça y allait davantage plus loin. Oui, sans doute. Mais tu sais qui lisait beaucoup Spencer et qui aimait beaucoup Spencer? Les anarchistes. Ouais. Ben voilà, une question à réfléchir. En revanche, Kropotkin n'aimait pas du tout la vision darwinienne du struggle for life. Enfin, Qui j'ai pas compris. Non, Kropotkin n'aimait pas du tout cette vision de Darwin, de la lutte de la lutte de l'espèce, quoi. Non. Mais cette question de la lutte, c'est Spencer qui le dit, c'est pas Darwin. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Ça, c'est Spencer. Darwin ne dit jamais ça. Jamais ça. Darwin, le modèle de Darwin explique comment, dans l'échantillon qui va du A à Z, on réussit à avoir, dans un certain temps, des spécies tout à fait bien définies qui sont au milieu de l'alphabet, dont N. Bon, c'est ça ce qu'il a démontré. C'est pas la lutte pour la survie, c'est même le contraire d'ailleurs. C'est pas une question de lutte, c'est une question objective de survie. C'est la question des loups dans la glace, dans le désert. Des uns sont noirs, les autres sont blancs, les autres sont gris. Et bon, ben voilà, c'est ceux qui sont en couleur de sable qui réussissent à survivre, pas parce qu'ils tuent les autres. Mais c'est parce qu'ils sont moins tués que les autres par les aigles ou quoi que ce soit. Bon, les lions, enfin, n'importe. Je dis comme ça, des animaux comme ça. On est pour les exemples. C'est ça le grand mérite du modèle de Darwin. C'est un modèle, comme tous les grands modèles scientifiques, extrêmement simple et extrêmement efficace. Où Darwin commence à ne pas être ni simple ni efficace, c'est quand il passe aux animaux sociaux, les fourmis et les abeilles. C'est là que je crois qu'il... Mais pour toi, dans la généalogie du racisme national-socialiste, ce serait plus Darwin que Gobineau, alors? Samson Chamberlain, bien sûr, il a étudié Darwin, mais surtout il se préoccupait avec le génie, Dalton et tout ça. Je ne crois pas qu'il se préoccupait tellement avec Darwin. Je ne me souviens pas de voir Darwin cité par... je n'ai pas étudié ça, je parle comme ça en mémoire maintenant, je vais essayer de me souvenir. Je ne vois pas Darwin cité par Hitler. Hitler, il citait... Enfin, je parle plus avec les bouquins de cowboys. C'était un peu son univers. Mais c'est une notion plutôt, disons, spencerienne, même sans citer Spencer. Une notion plutôt spencerienne, la lutte pour la vie, la survie, cette question de lutte si on allait étudier vraiment l'idéologie du Troisième Reich, tu sais par où on devait commencer? À mon avis, les notions, la plus basse divulgation du Moyen-Âge, une sorte Moyen-Âge de bande dessinée. Ceux qui n'avaient pas de bande dessinée de Moyen-Âge à l'époque, je présume, non, ils n'avaient pas, de bande dessinée de Moyen-Âge à l'époque.
Si mes souvenirs de l'histoire de la bande dessinée de Lancassin sont exacts, il n'y avait pas de bande dessinée du Moyen-Âge. Mais ils avaient cette conception d'un Moyen-Âge de bande dessinée. C'était en fait le Moyen-Âge des opéras de Wagner. Enfin, j'aime beaucoup Wagner dans la musique, bien sûr, mais comme historien, Wagner ne va pas très loin. Mais... Quel a été pour toi, quel est pour toi, comment analyses-tu cette volonté de classification du régime national-socialisme des hommes, des surhommes et toute cette espèce d'univers mythique de classement. À quelle fin penses-tu que tout ça a été instrumentalisé? J'ai essayé de faire l'histoire du racisme national-socialiste dans la linguistique romantique allemande. Bon, mais elle n'instrumentalisait pas, comme les essais sont instrumentalisés, bien sûr. Elle ne parlait pas de sous-hommes ni de anti-race. Dans Houston Stewart Chamberlain, oui, tu le vois, tu vois ça surgir déjà un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que le bouquin de Jean-Pierre Fay, Le langage totalitaire, qui est à mon avis une œuvre de génie, c'est un des des 4 plus grands ouvrages d'histoire qui a jamais été écrit. Qui n'a jamais cité, l'historien ne cite pas le langage totalitaire. C'est étonnant. Peut-être parce que c'est un livre d'histoire écrit par un linguiste, alors les historiens, ils se défendent, c'est corporatif, n'est-ce pas? Si on va commencer à citer des linguistes, où finira-t-on? Alors voilà, on cite un vrai historien. Bon. Et les linguistes ne citent pas non plus, parce que c'est un livre d'histoire, c'est comme Bonveniste avec son bouquin sur les institutions indo-européennes. Il a dit, je suis un linguiste qui écrit pour les historiens. Résultat, les historiens ne prennent pas les livres et les linguistes non plus. Bon. Mais le livre de Jean-Pierre Fay, Langage totalitaire, c'est un livre époustouflant comme résultat auquel ils arrivent et comme méthodologie qu'il emploie. C'est un des livres qui m'a le plus aidé dans la vie. Pas seulement pour le fascisme, même en général, comme méthodologie d'histoire. Il aidera un peu à comprendre ça quand il parle de ces groupes, des Vögel, etc., ces groupes de comment on peut dire, une sorte de boy scout de droite, et aussi admis anarchisant, avant la Première Guerre mondiale, après aussi aujourd'hui on appelle l'écologie ou l'ambientalisme, je sais pas, c'est trop complexe pour que je puisse avoir une opinion tranchée là-dessus. L'origine de ça, déjà, essayer de déceler les idées à ce sujet pendant le Troisième Reich, c'était compliqué, mais les origines... limiter la question de l'eugénie. Oui, alors la fonction, la fonction de cette classification et de l'instrumentalisation de la race, du concept de race. La fonction était d'un côté l'esclavagisme d'État. Donc les sous-hommes, ils devaient être esclaves d'autres solutions, biologiquement. Qu'est-ce que les sous-hommes peuvent être, sinon des esclaves des sur-hommes, bien sûr, des seigneurs. Quant à l'anti-race, tous les juifs étaient subversifs. Et tous les subversifs étaient juifs. Un communiste était juif par le fait qu'il était communiste, un socialiste aussi, un libéral aussi. Et un juif, il était communiste ou libéral ou socialiste, peu importe, par le fait qu'il était juif. Donc tous ceux qui étaient subversifs étaient de l'anti-race. Bon, là j'ai essayé, dans le bouquin je veux dire, dans Labyrinthe du fascisme, j'ai essayé de montrer la généalogie de cette conception de l'anti-race
autant dans Fritsch que dans Houston Stuart Chamberlain. Donc une race faite des réprouvés, de ceux qui étaient exclus des autres. Donc des lépreux, des voleurs, des immoraux, etc. Qui donc s'accouplent entre eux et qui font une race qui n'existe en tant que race parce qu'elle est contraire aux autres. Et donc, la race par excellence subversive. Alors tu vois cette dialectique triangulaire que j'ai essayé de définir dans ce chapitre sur le racisme national-socialiste, où tu as des gens qui sont condamnés à être esclaves et qui ne peuvent se révolter que s'il y a à leur tête ceux qui sont la révolte en tant que principe, c'est-à-dire l'anti-race. De là, le besoin de annihiler très très vite les Juifs pour empêcher que les Slaves se révoltent. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce chapitre pour la chronologie de la liquidation des Juifs, parce que la liquidation elle-même, le besoin national-socialiste liquidation des Juifs n'est apparu que quand ils ont commencé à dominer les territoires slaves. Parce qu'on touche au paroxysme, je dirais, de l'instrumentalisation, je dirais, de ce concept, au moment où on n'est plus dans le vocabulaire de l'animalisation et plus de la hiérarchisation des hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on classe les individus comme étant quasiment de l'ordre de l'engeance animale ou sous-animale ou quasiment dans le registre du vocabulaire de l'insecte, et de nuisible, il est évident que la fonction dernière, c'est de les exterminer, puisqu'on en arrive à ce degré de délire de l'extermination. Donc, tout ce que tu es en train de dire, ça a été dit par Hitler, Himmler, etc. Pour eux, c'était l'évidence même. Bien sûr. Et ils disaient, bon, ça c'est dommage. Ben, c'est dommage, la nature est comme ça. Non, parce que dans cette volonté de classifier pour pouvoir soit soumettre des populations et les mettre sous le joug et la domination, on comprend la logique. Quand on est dans un vocabulaire qui a comme fonction ultime l'extermination, il n'y a plus de raison instrumentale et on est au paroxysme du délire à ce moment-là. Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis rendu compte qu'il fallait prendre au sérieux, et très au sérieux, l'idéologie fasciste, dans le cas national-socialiste, parce que sinon on ne comprend pas. Sinon on ne comprend pas pourquoi Hitler avait cette idée fixe d'exterminer les Juifs. Mais pourquoi? Mais quelle manie? Il n'était pas très astreint à des manies, quoi, enfin, comme n'importe quel autre des êtres humains, mais pourquoi cette idée fixe? Mais pour eux, c'était tout à fait clair. Il y a un livre extrêmement intéressant, que tout le monde qui étudie le fascisme devait lire. C'est un livre de Elf, d'ailleurs, c'est un livre très connu, appelé Reactionary Modernism. Je suis en train de vérifier si exactement. EURF, ça s'écrit H-E-R-F. Il montre, ça c'est un livre indispensable pour les gens qui veulent faire la critique du fascisme et aussi ceux qui veulent analyser l'écologie. C'était pas du tout l'objectif de EURF, la question de l'écologie. Ce réactionnarisme moderne, ou ce modernisme réactionnaire. Et il analyse aussi, par exemple, des publications technocratiques, mais vraiment technocratiques, la revue des ingénieurs allemands. Et l'idéologie de cette revue. Bon, ce que tu appelles l'instrumentalisation raciale. Mais c'est un livre d'ailleurs, il est petit, enfin, ça n'arrive pas aux 200 pages, c'est un livre très important.
Il est très utilisé. Enfin, je dis que c'est très important de le lire, mais même si on ne le lit pas, on arrive au... c'est un livre qui a été tellement diffusé, il a tellement imprégné les conclusions des autres historiens postérieurs que enfin, si on va le lire, on se rend compte qu'on l'a déjà lu entre les lignes des autres. Très intéressant. Mais oui, il faut prendre au sérieux ce qu'il disait, cette sorte de biologie que nous appelons délirante. En effet, elle est délirante. Mais pour elle était tout à fait scientifique. Tu sais que un terme courant dans le national-socialisme, d'ailleurs c'est une sorte de paraphrase de Haeckel. Il disait le national-socialisme, c'est la biologie au pouvoir, n'est-ce pas? C'est la politisation de la biologie, comme aujourd'hui on appelle une écologie politique. Pour eux, c'était une biologie politique. Ils voyaient ça comme un régime tout à fait scientifique, même le premier régime tout à fait scientifique. Est-ce que ça n'a pas été justement l'angle mort des analyses marxistes, justement, que de ne pas prendre au sérieux les discours idéologiques et justement jusqu'au point de mener à des raisonnements ou à des insuffisances ou à des raisonnements délirants sur le génocide juif? Oui, exactement. Ce que je disais hier, d'ailleurs. C'est-à-dire une espèce de matérialisme historique étriqué avec une incompréhension du poids de l'idéologie. Oui, oui. Si on ne prend pas au sérieux ce qu'ils étaient en train de dire, on ne comprend rien du tout à ce qu'ils étaient en train de faire. Et on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Alors justement, toi tu parlais d'hier du salaire de la destruction d'Adam Tooze. Tu penses par exemple qu'on est face à une interprétation purement économique du nazisme sans une espèce d'analyse plus particulièrement idéologique? Écoute, quand il y a un dirigeant en territoire occupé qui se rend compte, et c'était pas un seul, mais là c'est un cas spécifique dans certains documents que je cite là dans le bouquin, qui se rend compte que c'est une complète folie de liquider la force travail qualifiée de son district, qui était des Juifs, et puis que l'économie ne va plus pouvoir fonctionner. Et il demande à ses supérieurs hiérarchiques, est-ce que je dois exterminer des gens qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie? Et il a la réponse, la liquidation des Juifs n'obéira pas à des considérations économiques. Bon. Alors qu'est-ce que le matérialisme dialectique a à dire là-dessus? Tu sais qu'il y a un bordidiste italien qui refuse, qui fait partie des négationnistes, qui dit non, les nazis n'ont pas liquidé les juifs, parce qu'ils considèrent que ça c'est contre la loi de la valeur. C'est contre la loi de la valeur, ça n'a pas pu exister. Mais c'est ça le problème, bien sûr c'était contre la loi de la valeur. Bon, lui, il croit si fermement dans la loi de la valeur qu'il rejoint les négationnistes. Mais c'est ça précisément le problème, c'est qu'ils ont liquidé une force travail qualifiée. Et on a maints documents là-dessus. Je cite une lettre d'un pauvre soldat, quoi que ce soit, écrit à sa femme en disant, ils sont vraiment matérialistes, ces juifs. Imagine-toi, il dit comme ça, imagine-toi qu'un m'a dit, vous n'allez pas pouvoir nous tuer parce que nous serons indispensables, nous sommes très qualifiés. Mais il a vu juste, c'est la cible elle-même, ils étaient des matérialistes, ils pensaient qu'ils n'allaient pas être tués parce qu'ils étaient économiquement indispensables, et on les a tués. Et au milieu de la guerre, quand précisément ils étaient des ouvriers indispensables à l'économie de guerre et à la production des armements, enfin il suffit de lire Speer là-dessus, et Hitler dit non, il faut les tuer, bien sûr, il n'y aura pas de délai pour ça. Enfin, je cite plein de documents là-dessus, parce que des discussions qui ont été faites à ce sujet, et des décisions qui ont été prises. C'est pour ça que
que je défends l'hypothèse que je considère très sérieusement que c'est un autre mode de production post-capitaliste. Parce qu'ils ont aboli la loi de la valeur. C'est le seul cas dans l'histoire. Enfin, à ma connaissance. Est-ce que justement ça renvoie pas le marxisme le marxisme dans ses aspects les plus caricaturaux à une forme d'utilitarisme Ouais. globalement Ouais. parce que ça nous renvoie à ça et avec justement pour le coup une absence de compréhension du phénomène idéologique qui est manifeste. Ben oui, précisément. Précisément. C'est Je dis souvent dans ce livre-là, le fascisme a été vaincu militairement, ça tout le monde le sait, n'est-ce pas? Il a été vaincu militairement, il n'a pas été vaincu idéologiquement, etc. Ni politiquement. Et précisément à cause de cette insuffisance. Militairement, oui, il a été vaincu, ça, c'est évident. Mais pour le reste, comment expliquer? Comment expliquer ça? Oui. Parce que moi aussi, je ne donne pas d'explication. Je dis, c'est un autre mode de production. Oui, bon, très bien, j'essaie d'expliquer. Les gestionnaires, on a hier parlé gestionnaires, donc j'emploie le terme comme ça, les managers. Les théories sur classe du manager, j'essaie de faire la comparaison avec les camps de concentration soviétiques, s'il ne va pas très loin, parce qu'ils fonctionnaient un parti d'une façon différente, mais enfin, on peut imaginer que ça aurait pu être convergente. Mais l'histoire est allée d'une autre façon. Staline est mort, l'économie soviétique s'est développée d'une autre façon. Pas par l'esclavisme d'État, mais de façon plus classique. Comme en capitalisme d'État plus classique. Mais ça n'empêche que ça a existé. C'est un fait historique qu'on doit expliquer. Et alors justement parce que peut-être que la généalogie doit être un peu plus profonde dans l'analyse du racisme, je dirais national-socialiste ou du racisme tout court, parce que tu fais état dans ton livre du racisme porté par les démocraties, par les gouvernements démocratiques, que ce soit états-uniens ou différents pays qui ont réussi à organiser des politiques autour du racisme. Tu t'en fais état un petit peu, notamment tu parles de certaines petites choses, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, d'abord, il ne faut pas oublier que moi, je suis né au Portugal, je suis né dans un pays fasciste. Bon. Hier, quand tu me parlais, j'ai hésité si je donnais cette réponse ou pas. Je n'ai pas donné, je peux te la donner aujourd'hui. Je disais pourquoi je prends le fascisme comme catégorie générale. Écoute, j'ai commencé à militer à 15 ans. Et pour nous tous, le salazarisme était un fascisme. On n'en doutait pas, pour nous c'était l'évidence même, c'était un fascisme. Ceux qui parlent aujourd'hui car c'était un autoritarisme, etc., ils sont totalement ignorants, dans la meilleure des hypothèses. Il n'y a eu aucun régime, inclus le Troisième Reich, qui ait développé une ingénierie sociale si stricte que le salazarisme. Il n'y aura aucun régime, par exemple, qui avait des fonctionnaires dans les cinémas munis de lanternes pour voir si les gens s'embrassaient dans les cinémas, ou s'y tenaient les mains. Et pour dire, éloignez-vous l'un de l'autre, comment on dit, non des mains, ne tenez pas la main l'un de l'autre. Mais ça c'était le Portugal. Ça c'était courant, ça c'était ma jeunesse. On ne pouvait pas s'embrasser dans la rue. Comme on ne pouvait pas s'asseoir dans un trottoir. Il y avait une loi qui empêchait de chanter dans la rue. À cause du fado, bien sûr, on n'appliquait pas ça. C'était pour éliminer le fado populaire. On a interdit de chanter le fado dans les tabernes, comme on dit, dans les bars populaires. Ouais. Et comme les chanteurs de fado, allaient donc au trottoir pour chanter,
chantaient, les autres écoutaient dans le bar, est venue une loi interdisant de chanter dans la rue. Ça n'a jamais existé ni dans le fascisme italien, c'est au Portugal. C'était ma jeunesse. Si je disais de combien de bars, de combien de trams, de combien de bus j'ai été expulsé dans ma vie, de plages, j'ai été expulsé de plages avec des petites amies. Bon, mais ça c'est pas seulement moi, c'était n'importe qui faisait n'importe quoi, c'est-à-dire s'embrasser. Par exemple, ou de rire fort, c'était interdit, j'étais expulsé parce que je riais fort dans un café. Moi et d'autres, bon. Alors pour nous, c'était évident que c'était un fascisme. Et ceux qui disent que c'était pas un fascisme, c'est de l'autoritarisme, ils n'ont aucune idée de cette ingénierie sociale, parce qu'aussi, elle n'est pas traitée par des historiens actuels. Bon, et c'était un racisme. Bien sûr c'était un racisme anti-noir, c'était la base même du salazarisme. Je vais te dire un fait très curieux, je ne sais pas si tu le connais. Les étudiants universitaires, quand ils faisaient le service militaire, ils étaient officiers. Ils ne pouvaient pas être soldats, ils étaient officiers. Exactement. Bon. Mais les Noirs, ils ne pouvaient pas être officiers. Ils devaient être soldats. Alors, quand j'étais à la fac, il y avait déjà des étudiants universitaires noirs. Ils ne faisaient pas le service militaire. Parce qu'en tant que noir, ils ne pouvaient pas être officiers. Mais en tant qu'étudiants universitaires, ils ne pouvaient pas être soldats. Comment le salazarisme a résolu ça? Bon, ils ne feront pas le service militaire. Ils étaient peu. Il n'y avait pas beaucoup. Quand il a commencé à y avoir beaucoup, ils ont commencé à faire des bataillons spéciaux pour noirs, avec des officiers noirs. Bon. Mais ce genre de racisme était tout à fait quotidien. C'était un racisme social aussi, c'est-à-dire quand les Noirs étaient cultivés, etc., on considérait que c'était des personnes normales, pour ainsi dire. Mais si c'était des Noirs là dans les colonies, des Noirs qui n'avaient pas de chaussures, qui habitaient dans les quartiers noirs, ah non, alors ils étaient bien sûr des sous-hommes. Donc pour n'importe qui est né et grandi sous le fascisme, sous le fascisme portugais, je veux dire, sous le salazarisme, question du racisme anti-noir était assez évidente. Et alors comment tu analyses alors ce que tu appelles toi le philosémitisme de la péninsule ibérique alors? Pourquoi pas? Dans le cas espagnol, je l'analyse et je donne les raisons, sont celles que j'ai lues dans la littérature. Ils essayaient de développer un autre empire, ils avaient perdu l'empire, n'est-ce pas? L'Espagne, avec la guerre du Cuba, a perdu le dernier aspect sa dernière colonie, avec Cuba et les Philippines, et ils ont essayé de développer un impérialisme culturel. Et quel autre? Les séfardites, qui existaient partout comme ça dans l'Europe et dans la Turquie, et qui continuaient, et pas seulement, et qui continuaient à parler une sorte d'espagnol du XVIe siècle. Enfin, par exemple, si on a ce très grand écrivain, comment s'appelle-t-il, qui a eu le prix Nobel, qui a écrit Les masses et le pouvoir, comment s'appelle-t-il? Canetti. Oui. Elias Canetti, oui. Oui, Canetti, il est en Bulgarie, si je ne me trompe pas, dans une famille de séphardites où on parlait l'espagnol du XVIe siècle. Avec des variantes, des altérations. Enfin, pour les linguistes, c'était très important ces communautés parce qu'ils pouvaient étudier des développements linguistiques bizarres. Donc ça, c'est pour l'Espagne. Pour le Portugal, je ne sais pas t'expliquer. On a poursuivi les Juifs au temps de l'Inquisition, mais après, non. Il y avait on dit que Salazar était un non-juif, je ne sais pas du tout si c'est ou pas, mais un technocrate très très important du régime
fasciste, c'était Moses Amzalak. Il n'y a pas de doute que Moses Amzalak était juif. Bon. Et Salazar, toujours, pendant la guerre, il y a bien plus récemment, Irène Flumser-Pimental a écrit son bouquin sur les réfugiés Exactement. au Portugal, surtout à Lisbonne pendant la guerre. Salazar tordait un peu le nez quant aux communistes, bien sûr, mais jamais un gap du fait d'être juif n'a pu être... je cite le cas des deux frères Sequeira, qui étaient actifs à la frontière espagnole. Sequeira ils étaient des juifs même de persuasion. D'ailleurs, j'ai interrogé par téléphone un petit neveu, si je ne me trompe pas, c'est un médecin portugais d'Esquerra qui m'a donné assez d'informations là-dessus. Ils étaient juifs et juifs de persuasion religieuse, et ils étaient à la frontière espagnole pour aider les juifs qui s'enfuissaient de France, mais pas seulement des juifs, n'importe quels autres antifascistes, bien sûr, n'importe lesquels, et les acheminer au Portugal, et ça avec l'appui aussi du gouvernement de Franco, quoiqu'il y avait une partie de la phalange qui était contre, ce qui était une partie de la phalange qui était plutôt proche des national-socialistes. Donc je crois que ce qu'on doit expliquer, c'est pourquoi il existe un antisémitisme. C'est ça le problème, c'est pourquoi il existe un antisémitisme. Parce que pourquoi il existe un philo-sémitisme, pourquoi pas? C'est comme dire pourquoi il existe des philo-suédois. Pourquoi pas? Les philo-suédois, on aime les Suédois, on n'a rien contre les Suédois ou les Finlandais. C'est seulement s'il va avoir un racisme anti-suédois spécifique, là on doit expliquer pourquoi il y a un racisme anti-suédois. Donc je parle de la question du philo-sémitisme dans le cadre du fascisme, parce qu'on parle tellement, et on fait tellement de raisonnements, à mon avis incorrects, en assimilant fascisme et antisémitisme, que j'ai dû bien essayer de démontrer qu'il y avait des fascismes qui n'étaient pas antisémites. Mais il y a d'autres, bien sûr, par exemple le cas de Codrianu en Roumanie, qui est un cas extrême d'antisémitisme aussi, bien sûr, mais qu'il y avait d'autres qui ne l'étaient pas. Donc ce n'est pas quelque chose de caractéristique. Oui, d'ailleurs, en rebondissant d'ailleurs, en disant que le racisme n'est pas un trait spécifique du fascisme alors, puisque il peut très bien s'incarner dans des politiques démocratiques, qu'elles soient coloniales, néocoloniales ou celles des Alliés, par exemple. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de ce racisme démocratique, des régimes démocratiques? Vous savez, le bouquin d'Edwin Black sur le génie nord-américain. Si je peux faire une critique à Edwin Black, c'est que il essaye de gommer le travail des autres historiens intérieurs à lui. Enfin, pardonnons, soyons charitables vers ces petits défauts. Il a fait un très bon travail en montrant ce qu'était le génie nord-américain. Je parlais de Pichot aussi tout à l'heure, et il y a d'autres, Weiss. Oui, alors le génie, c'est l'eugénisme en fait. Hein. Voilà. Oui, l'eugénisme. Oui. Je dis eugénie parce que Portugal dit eugénie. Oui. L'eugénisme. Remarque, la seule loi étrangère que Hitler cite dans Mein Kampf, d'une façon qu'il prône, là, d'une façon comme un éloge, c'est la loi anti-immigrant de 27, si je ne me trompe pas, qu'il considère la première loi biologiquement fondamentée. Quand on étudie, quand on lit le livre, je dis signé par Henry Ford, parce que c'est pas Henry Ford qui l'a écrit, c'est
un ou deux de ces journalistes, mais enfin, c'est Henry Ford qui a donné les lignes générales du bouquin, qui a dit ce que le bouquin devait contenir, etc. Les autres ont fait le travail d'écrire toutes les lignes. Et Henry Ford l'a signé, le livre sur les Juifs internationaux. Je cite tout le temps, dans la deuxième édition, deuxième version du labyrinthe du fascisme, pas dans la première. Je cite souvent parce que c'est très visible que c'est le livre d'Henry Ford qui a servi d'inspiration directe au racisme du Troisième Reich. Il a été édité en Allemagne et dans d'autres pays aussi, dans d'autres langues, par Fritsch, qui était non seulement un écrivain raciste très important, comme le chef, propriétaire de maison d'édition appelée Hammer, le marteau. Et donc, n'importe quel raciste allemand connaissait le bouquin a connu très tôt le bouquin d'Henry Ford. Ça au niveau de la divulgation. Au niveau plutôt des scientistes, c'était l'eugénisme nord-américain qui était en première place dans le mouvement eugéniste mondial et qui dominait dans les congrès. Et bien sûr, il y a eu une influence très grande sur l'eugénisme allemand. Tout ça, je remets pour le bouquin de Edwin Black, pour ceux qui lisent l'anglais, ou pour ceux qui lisent le portugais et qui veulent voir la synthèse du problème, je renvoie pour le D'ailleurs, c'est intéressant de voir une chose. Après 1945, après la guerre, malgré toutes les purations anti-nazis, les biologues nazis ont continué à travailler dans les facultés. Des cas comme Verschoor, qui était le dirigeant de la politique raciale, dirigeant au niveau scientifique. La politique raciale du Troisième Reich, ont continué à être des biologues réputés. Un dirigeant des thèses, etc., etc. On peut s'imaginer comment étaient ces thèses. Bon. Ce serait intéressant d'étudier, chose que je n'ai pas de compétence à le faire, bien sûr, il faudrait un biologue, quelqu'un qui soit en même temps historien et biologue, pour étudier les conséquences de ça dans la biologie de l'après-guerre. Mais donc, c'est un des endroits, un des points où la liaison entre fascisme, le cas fascisme germanique, national-socialisme, fascisme et démocratie capitaliste est le plus serré, cette liaison. Pas seulement pour la démocratie nord-américaine, mais par exemple les Suédois qui appliquaient l'eugénisme d'une façon aussi stricte que les États-Unis. En fait, le seul pays, sauf la péninsule ibérique, mais ça, je crois que c'est à cause du retard social, économique, etc., je m'imagine. Mais les pays, disons, développés, le seul pays qui n'a pas appliqué dans la pratique l'eugénisme, c'était la Grande-Bretagne. Le Parlement s'est opposé à voter contre les lois eugénistes qui ont été proposées. C'est bizarre, je ne sais pas la raison. Et aussi, les principaux disciples britanniques de Galton étaient assez critiques des eugéniques. Et pourtant, la métropole britannique n'était pas tellement anti-raciste, n'est-ce pas, envers les Noirs. Je ne sais pas expliquer ce fait, mais c'est un fait, qu'il faut tenir en compte. On voit quand même dans ton développement, finalement, que tu désencastres antisémitisme et racisme presque du phénomène fasciste, parce que on a des exemples de régimes fascistes qui ne sont pas particulièrement antisémites, même si, évidemment, l'Allemagne et l'Italie le sont devenus. Tu parlais de la Roumanie.
Mais on voit bien aussi que le racisme accompagne les démocraties. Beaucoup de politiques qu'il a accompagnées au travers le XXe siècle. Donc est-ce que finalement, à la fin de son paragraphe, on peut conclure, enfin, est-ce que toi tu te permettrais de conclure que racisme et antisémitisme, bien évidemment, s'ils ont accompagné le fascisme, certains fascismes, on va dire, le nazisme et le fascisme italien ou pour d'autres, est-ce qu'ils sont consubstantiels au fascisme? Écoute, il faut tenir en compte que j'ai fait une autre chose encore. J'ai essayé de montrer les rapports entre les sionistes et le fascisme. C'est pas seulement dire qu'il y avait un fascisme philo-sémite, c'est dire qu'il y avait un sionisme philo-fasciste, ou carrément fasciste. Et j'ai essayé de les montrer, et je crois que je n'ai pas essayé, je crois que je l'ai démontré, d'ailleurs ça a été démontré par bien d'autres personnes. Pas bien d'autres, parce qu'ils sont... Il n'y a pas une cohue pour le démontrer. C'est pas très rentable. Mais enfin, ça a été bien, c'est bien établi. Je suis limité comment on peut dire, je me suis limité à synthétiser ces faits-là. Non seulement un sionisme modéré qui faisait des alliances avec Mussolini, etc., mais un sionisme extrémiste, intrinsèquement fasciste dans ses conceptions d'organisation, qui a essayé de faire, pendant la guerre, des alliances avec le Troisième Reich, qui est refusé par le Troisième Reich, d'ailleurs. Est-ce que pour autant, on peut caractériser, je dirais, des formes d'accointance du sionisme avec des organisations fascistes comme caractéristique de quelque chose ou de quelque chose de profondément ancré ou consubstantiel au sionisme historique? Oui, c'est une forme de racisme. On lit les sionistes de l'époque et on a la même image du monde des hiérarchies raciales, etc., qu'on a dans le Troisième Reich. On peut aller très loin là. Ah oui, oui. On trouve aussi les présupposés du multiculturalisme. Quand il disait à l'époque, un peuple, s'il parle la langue d'un autre, qui est d'ailleurs une conception venue des linguistes du romantisme allemand, Fichte par exemple, il considérait que les germaniques qui s'étaient latinisés comme les Français ne pouvaient pas être vrais. Ils mentaient quand ils écrivaient, parce qu'ils écrivaient dans une langue qui n'était pas la sienne, ne correspondait pas à leur cerveau, tant biologique que culturel. Donc, quand il y a des affiches Troisième Reich en disant défendu aux Juifs de parler allemand, tu avais des doigts parler hébreu. Et pas. Il s'est établi le rapport entre les sionistes et le Troisième Reich. Ça, je donne bien, je crois. Même, aujourd'hui, on essaie bien sûr d'oublier ça, mais c'est traité par des historiens, quoique pas par des journalistes, c'est vrai. Donc ça, c'est pour le coup, c'est un sujet assez épineux parce que il est évident que pour autant, ça en fait pas enfin moi, ça serait plutôt mon avis, ça en fait pas forcément une tendance de fond. Toi, tu le vois vraiment comme une tendance de fond? Mon objectif, quand j'ai fait cette partie sur le racisme, ça fait 3 chapitres, c'est de dire que le problème était bien plus général. Et si c'est bien plus général, je ne peux pas le définir dans un livre appelé Labyrinthe du fascisme. Donc c'est un problème bien plus général que le fascisme. Ça, c'était mon objectif. Quand je parle, par exemple, du racisme allié pendant la guerre, je pense ça tous les jours maintenant. Quand il y a les immigrés, les réfugiés qui arrivent par centaines de millions en Europe,
On voit les discussions, on voit les positions de Orban en Hongrie et tout ça. Et je me souviens que les alliés occidentaux, pendant la guerre, et juste avant, les années avant, ont refusé de recevoir les Juifs qui s'enfuissaient du Troisième Reich. On refusait carrément de les recevoir. Ils étaient bien plus nombreux pas les Juifs étaient moins nombreux, je dis ceux qui voulaient s'enfuir étaient moins nombreux que ceux qui arrivent aujourd'hui en Europe. Ce serait intéressant de se rappeler ça. Donc j'essaie de faire aussi cette histoire du racisme allié pendant la Troisième Guerre mondiale, qui va plus loin que la question juive, aussi le racisme anti-noir, la partie des Nord-Américains. Je prends l'ouvrage d'un historien très intéressant sur la censure de photographie et de films à l'époque. Et après, je prends d'autres ouvrages aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème bien plus large. Quand tu vois Garvey, par exemple, le racisme noir de Garvey est un sioniste noir. Il n'y a pas de différence entre les idées de Garvey et les idées des sionistes, quand on les étudie. Sauf qu'un était pour la question noire, bien sûr, et l'autre pour la question juive, mais le modèle est le même. Donc j'essaie de montrer, ça c'est plus général que la question des fascistes. Est-ce qu'on aborde la partie plus esthétique, Johan? Est-ce que tu peux nous caractériser pourquoi tu as voulu parler plus particulièrement de l'esthétique? Est-ce que tu pensais est-ce que ça fait partie de ce grand thème, d'ailleurs peut-être qui tient à cœur, qui est celui de la peinture, mais est-ce que c'est pour ça que tu t'y es attelé? Je reviens à une citation que je suis souvenu hier, de Walter Benjamin, si vous voulez dire française, qui disait « Toute esthétisation de la politique mène au fascisme, au risque de mener au fascisme ». Donc j'ai mis ce chapitre à la fin, pas exactement à la fin, parce qu'après il y a une dernière partie sur un fascisme post-fasciste, mais pour le fascisme classique, je l'ai mis à la fin. Pas parce que je considère moins important, donc on met à la fin parce que c'est moins important. Non, c'est parce que je considère le couronnement du problème. Il faut d'abord prévenir une chose. À la gauche, en général, on considère l'art comme quelque chose de secondaire. Tout à fait secondaire. Deuxième ordre, ou même troisième ou quatrième. Jusqu'au moment où la gauche prend le pouvoir. Parce qu'alors, la première chose qu'elle fait, c'est fusiller les artistes. Pour les mettre en prison. C'est très intéressant. Ou alors exiger qu'ils développent une art politique. Bon. En fait, je considère exactement au contraire. Je considère que les artistes sont les premiers à s'apercevoir d'un phénomène. Il y a un homme qui est pour moi un de mes 4 ou 5 maîtres, qui était Edgar Varèse, qui est un compositeur français établi aux États-Unis. Et dans une suite d'interviews, Edgar Varèse dit sur les musiciens, enfin, on peut dire ça en général sur les artistes. Varèse dit les artistes sont ceux qui s'aperçoivent des choses bien avant les autres. Il ne dit pas parce qu'ils soient en avance sur les autres, pas du tout. C'est que les artistes sont les seuls qui sont contemporains. Les mots sont les miens, mais l'idée est celle-ci. Les artistes sont les seuls qui sont contemporains de leur époque. Et les autres, ils sont ceux qui n'ont pas compris encore l'époque. Tu vois, c'est ça que je trouve très très bien dans cette formulation de Varèse. C'est pas que les artistes aillent plus loin. Non, ils ne sont pas plus loin, c'est les autres qui sont derrière. Les artistes sont où ils devaient être, ils sont à leur époque. Mais dans le cas du fascisme, ce n'est pas seulement cette question en général, parce que sinon je pourrais appliquer ça, comme d'ailleurs j'applique ça à n'importe quel régime, quelle situation. C'est que dans le cas du fascisme, le fascisme n'existerait pas sans une esthétique propre.
Le fascisme exige un rituel. Le fascisme est un mensonge idéologique, est un masque. C'est quelque chose qui feint être une autre. Une révolte dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est une révolte dans l'ordre? C'est un mensonge. Si c'est dans l'ordre, c'est pas d'une révolte. C'est pour ça que j'emploie le terme révolte et pas révolution. Mais une révolte dans l'ordre, c'est un mensonge. C'est une fausse révolte. Bon, très bien. Mais donc, on feint se révolter. Mais on fait une révolte, on fait des bagarres de rue. Bon, contre d'autres ouvriers, bien sûr. Mais c'est une révolte. On cogne sur les autres ouvriers, on leur fait boire de l'huile de ricine ou quoi que ce soit. La question fondamentale du fascisme, pour moi, c'est que le fascisme ne peut exister qu'en tant que rituel. Sans la question du rituel, le fascisme est vide. C'est la condition même de son existence, et de son existence matérielle. Bon, mais qu'est-ce qu'un rituel? Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment définis-tu le rituel alors? Voilà. Prends l'idée de Sorel, qui est derrière toute notion de fascisme. Là, je renvoie à Sternel, etc. Qu'est-ce que c'est? Le mythe de Sorel, si tu lis, à commencer par son ouvrage sur la violence, oui, mais d'autres aussi, mais enfin, il suffit de celui-là. Ce mythe-là, il exige un rituel. La grève générale dans cette... Lukács a très... Je crois que c'est Lukács qui a observé ça. Ou alors c'est ce biographe de Rosa Luxembourg, célèbre biographe, j'oublie son nom. Un des deux. Qui a dit pour Rosa Luxembourg, la grève générale était une question d'organisation. Donc il fallait étudier les circonstances, les formes d'organisation, etc. Enfin, tout ce travail ennuyeux de l'organisateur. Pour Sorel, pas du tout. La grève générale était un mythe qui était destiné à ne pas être réalisé. À ne pas être réalisé, non. À être réalisé en tant que rituel. Quelque chose, c'est une performance. On fait une performance de grève générale. Donc, pour moi, dans le fascisme, tu as une idée initiale, originaire d'un mythe. Ce mythe va être mis en pratique, et la mise en pratique du mythe, c'est le rituel. Et ce rituel, c'est le défilé. Hier, j'ai cité, je ne me souviens plus quel est l'historien, qui a défini le fascisme comme une démocratie de tailleurs, sartorial democracy. Voilà, démocratie de tailleurs, parce que patrons et ouvriers défilent ensemble, marquant le même pas et habillés de la même façon. Même si, bien sûr, ils continuent à être patrons et ils continuent à être ouvriers. Et tu dis pour autant, tu dis d'ailleurs que, alors c'est pour ça que je voulais avoir cette explication, tu dis que le fascisme est une esthétique par nécessité. Pourquoi par nécessité? Par nécessité, parce qu'il n'existe sans un rituel. Oui. Sans un rituel, il n'a pas de possibilité. La démocratie bourgeoise, elle n'a pas de rituel, la démocratie bourgeoise. Si, le vote. On peut dire, oui, les shopping centers, les centres commerciaux, c'est un rituel de patata, oui. Et oui, Haussmann et le plan de Paris d'Haussmann et les quartiers pluriracistes et les gens qui se promènent sur les mêmes avenues et qui vont au bois de Boulogne voir passer la duchesse à cheval. Bon, oui, d'accord. Mais c'est pas un rituel dans le sens fasciste du terme. Les fascistes ont poussé l'idée de rituel bien plus loin. Elle commence par les Jacobins, à nouveau, on reprend les Jacobins. Elle commence par les Jacobins, bien sûr. Et par Robespierre dans les grandes fêtes, la Révolution. Et après, elle se développe, il y a plein de bouquins là-dessus qui ont suivi cette ligne. Mais les fascistes ont été les seuls qui ont fait toutes les autres arts soumises à l'idée de rituel. C'est-à-dire, quand tu dis la peinture, mettons le Troisième Reich, tu dis la peinture du Troisième Reich est ignoble, c'est une peinture très mauvaise.
Parfois, elle n'est pas très mauvaise, elle est seulement mauvaise. D'autres fois, elle est vraiment très mauvaise. Sa sculpture va pas loin. Mais son urbanisme, c'est une chose démentielle. Mais c'est parce qu'il manque un élément essentiel, c'est le défilé des masses. Tout ça était le décor d'un défilé. C'est le décor des parades. Chez Mussolini, la même chose. La forme comme il a, Gentile a écrit un bouquin sur la... Gentile est l'historien, pas le philosophe fasciste. A écrit un bouquin sur la reconstruction de Rome par Mussolini, enfin sous l'autorité de Mussolini. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était Bottai à l'époque, Giuseppe Bottai, le préfet de Rome. Précisément pour ouvrir des espaces aux parades. Sans les parades, cet urbanisme, ces sculptures, ces peintures perdaient la raison d'être. Pas pour les futuristes, que je parle, mais les futuristes, ils venaient avant. Enfin, ils étaient fascistes avant la lettre. Ils venaient avant la prise du pouvoir. Donc il était par nécessité parce qu'il avait besoin du rituel. Il y avait besoin des parades pour avoir une réalité politique. C'est ça ce que je veux dire. Et tu as une explication sur le fait que aussi bien l'Italie fasciste que l'Allemagne nazie se soit référée autant à l'Antiquité et à ses codes. Alors on comprend bien dans ces aspects monumentaux, enfin dans l'architecture monumentale, mais pourquoi d'après toi il y a eu autant de références à l'Antiquité par exemple? À l'Antiquité? Oui. Parce qu'ils se voyaient comme les héritiers des grands empires. Alexandre. Oui, Alexandre, César, etc. Ouais. Mais remarque aussi, il y avait une modernité. Speer n'est pas très loin du fonctionnalisme dans beaucoup d'aspects, et chez Mussolini, beaucoup plus proche, bien sûr, d'une certaine pureté de ligne, etc., pour des effets totalement anti-fonctionnalistes. Il y a un texte très intéressant de Speer qu'il met dans son livre, traduit en français, si je ne me trompe pas, Au cœur du Troisième Reich, La théorie des ruines, où il propose à Hitler a dit oui, de construire les édifices historiques, disons les grands édifices, d'une façon telle qu'il ferait des belles ruines. Dans 1000 ans, il ferait des belles ruines. Hitler a dit oui. Bon, il y a un article, je trouve cet article-là époustouflant, un 44 dans la revue d'architecture qui était co-dirigée par Speer, où un architecte, qui d'ailleurs est devenu un architecte assez connu, a dit un certain pont totalement bombardé par les Alliés, qui était une ruine, et il a dit le pont est magnifique, l'architecte. Est-ce que le pont devient magnifique à partir du moment où on ne peut plus passer? Un pont est quelque chose qui est à l'utilité même, n'est-ce pas? C'est pour passer une rivière sans se mouiller les pieds. Mais voilà, c'était faire de belles ruines, c'est ça qui était la différence. Mais c'était pas seulement de ruines. Quand tu vois la notion de construction de autoroutes de la part du principal dirigeant des infrastructures rodoviaires du Troisième Reich, il voulait faire les autoroutes d'une telle façon qu'il y ait de beaux paysages. Ça a été bien analysé dans des catalogues que le Centre Pompidou a publié à l'époque, qui ont eu de beaux articles là-dessus, sur l'art des autoroutes en tant que paysage. Et tu as quelqu'un qui est un inspirateur direct des écologistes actuels, qui est Alvin Seifert, qui était l'architecte paysagiste des autoroutes, qui menait ça plus loin encore. La transformation du paysage, de la nature en paysage. Mais
transformation de la nature en paysage, c'est la transformation de toute la vie en rituel. C'est la nature qui est transformée en urbanisation. On ne finit pas si on commence à analyser ça. Quoi que ce sont encore les chapitres les plus synthétiques, si on peut dire, d'un livre si grand, les plus synthétiques que j'ai écrits, parce qu'il y aurait beaucoup plus. Oui, comme tu aurais pu développer aussi toute cette partie sur l'esthétique, une esthétique de la violence, qui est propre pour le coup au futurisme, mais qui est propre aussi au fascisme. L'art de la mise en scène de cette violence, elle est vraiment consubstantielle, alors, pour le coup, à cette esthétique fasciste, ou propre au futurisme plus particulièrement, qui est un mouvement qui a nourri le fascisme, bien évidemment, mais... Oui. Bon, dans le futurisme, je distingue entre la peinture de la vitesse, oui, mouvement, pour lesquels ils ont pensé des questions qui sont incontournables aujourd'hui. Mais la question, pour moi, du futurisme, tant du futurisme italien que de son équivalent anglais, du vorticisme anglais, c'est qu'ils ont confondu mouvement, rapidité, avec la violence, n'est-ce pas? Mais pour eux, ils identifiaient vitesse et violence. Et donc, c'est dans le plan, c'est dans le terrain de la violence qu'ils ont développé ces conceptions. Mais une chose menant ça un peu plus loin, cette violence, elle est entendue par les fascistes d'une façon très différente, celle que les léninistes l'entendaient. Pour les léninistes, la violence était la liquidation de l'ennemi. D'ailleurs, tout à fait rationnel, n'est-ce pas? On emploie la violence pour liquider l'ennemi. Chez les fascistes, la violence était une chose totalement différente. Elle était un défi qu'on portait à la mort. Et ce défi à la mort, il est, à mon avis, caractéristique des fascismes. J'ai parlé hier des dialogues de Lucien Rebatté et Pierre-Antoine Cousteau en prison. Ils sont très intéressants là-dessus. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont abordé le sujet. Mais ils sont très clairs. Le défi à la mort est un élitisme. Le défi à la mort consiste en dire nous sommes contre le courant de l'histoire. Peu nous importe le courant de l'histoire. Le courant de l'histoire, c'est les masses. C'est la démocratie. C'est le triomphe des masses. Nous sommes l'élite. Nous allons à, comment on dit, à contre-pile, comment on dit ça en français? À rebrousse-poil, voilà. Nous allons à rebrousse-poil de l'histoire. Et si on est vaincu, ça c'est la démonstration qu'on est une élite. C'est ça qui est fascinant. Être vaincu n'est pas pour le fasciste la démonstration qu'ils avaient eu tort, mais la démonstration du contraire, qu'ils étaient dans la vraie voie, la voie de l'élite. Il y a un bouquin de Maurice Bardèche appelé Sparte et les sudistes. Les sudistes, c'est les sudistes de la guerre civile, c'est pas la guerre des successions. Et Sparte, pour Bardèche, c'est le mythe fasciste. C'est une élite militaire. Oui. Sparte, tout le temps, elle est défaite dans les guerres. Mais tout le temps, elle renaît. Et elle renaît en tant qu'élite, condamnée à être défaite, précisément parce que nous avons été vaincus. Ça, c'est la preuve que nous avons été les grands, les principaux. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce fascisme.
Pour les marxistes, être vaincu signifie qu'ils ont perdu. Pour les fascistes, vraiment fascistes, être vaincu signifie nous avons triomphé. C'est les réprouvés, quoi. Les réprouvés. Un 45, un fasciste, 44, quelques mois de la libération, un fasciste suisse, Oltramare, qui était un homme très très actif dans le fascisme international, il organise un banquet avec les gens de Je suis partout, enfin les épileptiques de Je suis partout, comme Pierre-Antoine Cousteau les appelait, ces gens-là. Et il a appelé ce banquet le banquet des condamnés à mort. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils allaient être condamnés à mort. Qu'est-ce qu'un marxiste ferait à ce moment-là? Il préparait des réseaux de clandestinité, des contacts, comment survivre, enfin, tout ce truc qu'on connaît. Mais eux, non. Ils font un banquet, ils disent, ben voilà, nous allons être les condamnés à mort. Nous sommes supérieurs à tout ça. C'est les masses qui triomphent, nous ne sommes pas des masses, nous sommes une élite. Donc le défi à la mort, que j'ai essayé pendant tout un chapitre de suivre dans la culture bourgeoise, c'est en fait une des lignées du romantisme, ce défi à la mort, est suivi à travers le jardin anglais, l'idée du sublime, etc., etc. Enfin, une quantité d'un fatras là. Pour ça, c'est l'affirmation de l'élitisme. Donc, dans l'esthétique du fascisme, nous avons ces deux aspects. L'aspect esthétique est essentiel, nécessaire, parce que sans le rituel, le fascisme n'existerait pas. Et le défi à la mort, une art romantique au sens défi à la mort, elle est fondamentale en tant qu'affirmation de l'élitisme. C'est un peu théorisé presque par Heidegger dans sa conception de l'être pour la mort, contre l'indistinction, le on. Oui, c'est un peu ça, on est en une espèce de forme de philosophie élitiste, existentialo-élitiste, on va dire, parce que c'est un peu ça. Il n'y a pas à discuter si Heidegger était fasciste ou pas, bien sûr. Ah bah oui, c'est clair, oui. Fasciste et nazi, oui, surtout. Oui, bien sûr. Et pour autant, on peut bien comprendre je dirais, la manière dont se nourrit cette fascination de la mort d'une forme d'élitisme. Et pour autant, tu te verserais pas dans une analyse psychologisante d'une forme de morbidité? Non, tu vois que je fais jamais de psychologie. Oui, je sais bien, justement. C'est pour ça que je me dis, est-ce que cette fascination de la mort, est-ce qu'elle n'a pas une forme, il n'y a pas une forme de morbidité portée justement par ce forme d'idéologie qui sont quand même... non, je ne crois pas. La psychologie, elle existe, bien sûr, mais c'est une question individuelle. Une psychologie de masse, pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est Gustave Le Bon. Non, mais individuellement, tu es face à des gens qui portent en eux une forme de masochisme personnel et qui politisent leur mal-être. Alors, ça a pu être, par exemple, systématisé par les théories reichiennes, par exemple, à une époque. Prends ce que tu viens de dire. Mais c'est Foucault. Et tu ne vas pas dire que Foucault est fasciste. C'est tant que masochisme intrinsèque, c'est Foucault. Bon. C'est la façon dont il a analysé le fascisme. Non. Ça, c'est une question personnelle. Ça, c'est une question d'individu. Je ne trouve pas. Je vais te donner un exemple. Ben, le sadisme, par exemple. Le sadisme tel qu'il est, tel que le met à l'écran, par exemple, quelqu'un comme Pasolini. La manière dont il transpose les 120 journées de Sodome, avec cette assimilation entre fascisme et sadisme. Il y a quelque chose de l'ordre de la morbidité qui est porté justement par... Voilà, je le remets dans le même tiroir que Foucault. D'accord. Je le mets dans le même tiroir que Foucault. Mais je vais te donner un exemple, c'est Salazar. Les rituels étaient indispensables au fascisme portugais, mais étaient tout à fait différents des rituels italiens ou allemands, du Reich, je veux dire. Les rituels du Reich et de Mussolini étaient des rituels dans lesquels le dirigeant inspirait
en transe, il faisait des décisions. Bon, ça, pas du tout. Fermé dans son bureau, là, quand il décidait. Qu'est-ce que les rituels du fascisme portugais? Les grands défilés historiques. Toujours le rappel de l'histoire. Donc, tu as une morbidité. Oui, c'est une morbidité. C'est un peuple qui n'a pas d'existence depuis 1580. Ben, il a une existence, bien sûr, 1640, il est revenu indépendant, mais enfin, c'est un peuple sans signification particulière. Tandis que jusqu'à 1580, bon, c'était important culturellement. Et tout le temps, il revient, il y a des découvertes, des Vasco de Gama, et Cabral, et patata, mais n'importe quelle personne qui passe encore à Lisbonne voit les vestiges des grandes parades, là, des splendeurs du monde, comment on appelait ça, l'exposition du monde portugais, etc., etc. C'était des grands défilés morbides, parce que c'était le passé, vraiment le passé, on vivait dans l'histoire, dans une histoire complètement défunte, n'est-ce pas? Bon, un peu. Et pourtant, c'est tout à fait différent de la morbidité d'un Codreanu, par exemple, ou d'un Himmler. Et on ne peut pas expliquer ça par aucun masochisme intrinsèque de Salazar, supposons que... Ah oui, mais je parle pas tant, si tu veux, de certaines personnalités, quoique on pourrait faire des études de cas plus personnelles, mais moi je pensais, bon alors effectivement à Wilhelm Reich, je pensais aussi à Adorno dans son étude sur la personnalité autoritaire. Disons que cette forme je dirais, de caractériel propre au petit homme dont parle Wilhelm Reich, elle porte en elle des formes, je dirais, contrariées, morbides, qui sont masochistes, et puis qui sont prêtes à tout simplement s'aliéner au premier chef, homme sur homme, guide, Führer. Elle mène, si tu veux, la manière dont se structurent les psychologies personnelles dans un monde très particulier organisé par le capital. Elle donne forme à des personnalités qui sont prêtes à s'aliéner et à se fondre dans cette espèce de plénitude où les gens font corps avec l'autre et sont prêts à suivre jusqu'au bout, jusqu'au point bien évidemment de nier leur propre vie dans une forme de son capacité de se nier jusqu'au bout, jusqu'à la mort en tout cas. C'est possible. Mais le problème avec la théorie de Reich, par exemple, c'est que ce petit homme, le Zéniguin, comment on dit en portugais, Joseph Personne, le petit homme, il existe à Berlin comme il existe à Londres. Et à Berlin, il y a eu un fascisme, et à Londres, il n'en a pas eu. Mmh. C'est-à-dire, et donc ça n'expliquerait, parce que c'est bien plus général. Le problème alors, c'était essayer d'expliquer comment un fascisme a pu prendre en main toutes ces sortes de psychologie. Hitler se vantait toujours, il se vantait beaucoup, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il ne faisait que se vanter. Si on lit les propos de Table, c'est qu'il se vantait, cet homme-là, c'était incroyable. Mussolini ne se vantait pas. J'ai jamais lu des trucs de Mussolini disant moi je suis, mais Hitler tout le temps. Bon, une des choses qui se vante, c'est qu'il dit je suis le seul qui est capable de parler à un millier de personnes disant une seule chose et que chacun comprend d'une façon différente, de sa façon à lui. Voilà, c'est ça le prototype du démagogue. Et c'est pour ça qu'il était capable de prendre en main les frustrations de tous ces gens, frustrations tout à fait différentes les unes des autres, et de les réunir dans quoi? Dans un mythe commun, avec un même rituel, etc., etc. Mais ils vont plus loin. Avec des explications comme celle qui, à mon avis, n'expliquent pas, comme celle de Reich ou de Adorno encore, tu ne comprends pas pourquoi le rituel et pourquoi le défi à la mort, qui sont, à mon avis, les aspects fondamentaux pour comprendre la chose.
Bah, a priori, ça pourrait, on pourrait assimiler quoi alors le nazisme ou certains pays fascistes à des sectes millénaristes alors? Parce qu'il y a toujours ce souci du rituel, toujours cette Et volonté de se dégager, d'être des élus, d'être, tu vois? on a essayé de le faire. On a essayé de le faire. Et d'ailleurs, surtout dans le national-socialisme germanique, ils étaient carrément mystiques. Hmm. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre aux gens de dire que les SS étaient une organisation mystique, mais ils étaient en fait une organisation mystique. D'ailleurs, Hitler disait par exemple sur Himmler c'est notre Santinas de Loyola. Donc comparer Himmler au fondateur des Jésuites, ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est ça. Si on lit le grand bouquin philosophique du Troisième Reich, le mythe du XXe siècle de Rosenberg, c'est essentiellement un livre mystique. Les mystiques païens alors? Non, non, Non? mystique payant. Oui, payant, non pas catholique, bien Oui, oui, bien sûr. sûr. Mais oui, payant, oui, mais mystique, mais il prend ça à partir de Bonn, à partir de la grande mystique allemande. C'est un livre mystique. Mhm. C'est pour ça que ça déroute les historiens qui pensent qu'ils vont voir un livre de théorie politique et voir un livre mystique écrit avec un langage mystique pour essayer de convaincre Hitler à être le Messie du XXe siècle, chose qu'Hitler ne voulait pas du tout, bien sûr. Bon, oui, C'est comme ça que c'est comme ça que tu peux expliquer le Viva la muerte espagnol. Viva la muerte était un slogan de la Légion étrangère, antérieur au fascisme, et qui, à mon avis, a à voir avec cette sorte de courage militaire, etc. Mais la façon dont il a été pris dans la guerre civile, oui, bien sûr, c'est ça. Je suis là en train de... J'ai le PDF, là, je vois les titres des sous-chapitres. Mhm. Cette mort qui est vraiment le grand intérêt de la vie. Pareil. Nous aimons le sang seulement quand nous le voyons sortir des artères. Ouais, effectivement. Peut-être la mort est peut-être le seul événement de la vie. Après, le plus beau aspect de la vie est la mort. Vive la muerte, vive la mort. Bon, ce ne sont pas des mots par hasard que j'ai mis ça, des phrases qu'on peut dire quand on a bu 2 bouteilles, 3 ou 4, qui ont dit des imbécilités. Non, ce sont des choses qui sont centrales dans la pensée de ces gens-là. Et toujours, c'est ce défi contre les masses. Les masses font l'histoire. C'est pour ça qu'ils étaient antidéterministes. Parce que pour eux, le déterminisme était le triomphe des masses. Donc, oui. Donc oui. Ils étaient, pour eux, le mot liberté, c'est très difficile pour nous d'imaginer que les fascistes donnaient une telle importance au mot liberté. Il y a notion de liberté. Liberté pour eux était aller contre l'histoire. Liberté ou libre arbitre? Libre arbitre, mais qu'ils considéraient comme liberté. Ouais. Un libre arbitre pose beaucoup de problèmes, pose le problème de quelqu'un qui est insoumis, etc. Tu as des gentils, les philosophes du fascisme italien jusqu'à tous les autres. Question de liberté, c'est aller contre l'histoire. Parce que l'histoire, c'était le triomphe des masses. Et ils sont contre les masses. C'est-à-dire contre la domination des masses. Ils sont une élite. Alors j'ai envie alors c'est pas de conclure parce que ça va être une grosse conclusion, João. Euh, dans ta conclusion, tu parles des métamorphoses du fascisme. Tu dis notamment que la dissimulation du fascisme a permis son existence larvaire. Est-ce que tu peux nous parler de ces formes de dissimulation idéologique?
Laisse-moi, j'ai parlé beaucoup de Bardèche, mais c'est que vraiment, je crois que Bardèche aide à comprendre ce qu'est le fascisme. Vers la fin de son livre, je dis que je n'ai pas le livre, j'ai des notes de lecture. Mais vers la fin de son livre, je vais le citer, il y a des points de suspension ici et là, mais je vais lire de suite. Ah, et je remarque que pour Bardèche, Sparte et l'ordre de Sparte veut dire la pérennité suprahistorique des élites, n'est-ce pas? Le fascisme, c'est la continuation de Sparte. Hier, on parlait de Rousseau. Rousseau, c'est Hitler, a dit Russell, Oui. Klemperer. Mais Rousseau était Sparte, n'est-ce pas? Sparte, le mythe de Sparte était prôné par Rousseau. Bardèche ne parle pas de Rousseau, je ne me souviens pas qu'il l'ait fait. Mais quand on parle de Sparte, c'est indispensable de se souvenir de Rousseau aussi. Mais donc, pour lui, Bardèche, Sparte, c'est plus loin encore que le fascisme. Sparte, c'est l'éternité du mythe d'une élite anti-historique. Je vais citer Bardèche. Il dit « Qu'est-ce que le temps, la richesse et surtout le pouvoir ne dégradent pas? C'est l'idée qui importe. Je ne dis pas « voilà ce qui fut ». Je dis « voilà ce qui aurait pu être et qui fut quelquefois ». L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe. Vois ça, c'est le mythe, n'est-ce pas? L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe. Le plus important, c'est le mythe. Bon, je reprends. L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe, qu'elle reste aussi grande et que d'autres, peut-être, la retrouveront un jour sous d'autres noms. Le terme même de fascisme sombrera sans doute, parce qu'il est trop chargé de calomnie. Qu'importe le mot. L'ordre de Sparte, l'homme selon Sparte, c'est le seul bouclier qui nous restera. Nous le savons tous. Quand l'ombre de la mort se lèvera devant l'Occident, sous un autre nom, sous un autre visage, et sans doute sous rien qui soit la projection du passé, figure d'enfant que nous ne reconnaîtrons pas, tête de jeune méduse, l'ordre de Sparte renaîtra. J'ai toujours en tête, quand j'écris sur cette question des métamorphoses du fascisme, c'est presque la coda du livre de Bardèche, quand il dit sous un autre nom, sous un autre visage, et sans doute sans rien qui soit la projection du passé, figure d'enfant que nous ne reconnaîtrons pas, tête de jeune méduse, l'ordre de Sparte renaîtra. Donc je me suis dit, essayons de voir où et comment l'ordre de Sparte est en train de renaître. Tu vois, il dit aussi, j'étais en train de passer, c'est très intéressant ce passage-là, quand il dit... Oui, non, c'est-à-dire que effectivement, quel est cet art de la dissimulation en fait idéologique, au-delà du fait qu'effectivement les choses réapparaissent sous un autre, d'autres étiquettes, d'autres mythes éventuellement, mais quand on parle de dissimulation idéologique, il y a presque tactique, il y a presque camouflage. Délibéré. Oui. Délibéré et non délibéré. Mais quand j'ai commencé à voir que tout de suite après 44 pour la France, 45 pour le reste, vient l'interdiction de diffusion des ouvrages fascistes. Bon, la gauche applaudit, bien sûr. Parfait, pas d'ouvrages fascistes. Ça veut dire qu'on ne peut plus savoir que c'était le fascisme pour les autres générations qui venaient après. Mais les fascistes eux-mêmes, ils y ont participé.
Ils s'y sont tus, s'y sont dissimulés, ont écrit d'une autre façon. Réaction tout à fait différente de celle des marxistes, qui essayent de faire des groupes fidèles aux idées. Bon. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des néofascistes, c'est déjà passé 70 ans sur la guerre. Mais à l'époque, non. À l'époque, il y avait vraiment un camouflage. De quel ordre alors justement ce camouflage qui est à la fois imposé et à la fois nécessaire? Voilà, pour la survie. Oui, oui. Pour la survie. Parce qu'enfin, c'est très bon de dire des filles à la mort, etc. Mais enfin, ceux qui n'étaient pas morts, ils voulaient continuer à vivre. Exactement, oui. Ne confondons pas les choses. Bon. Il y en a qui sont morts, bien sûr, comme ça. Mais les autres, bon, passer le moment, c'est mieux de survivre. Oui, oui, quand même. Alors, voilà, et alors on survit. Je parlais dans le monde scientifique des gars comme Verschoor, par exemple, et d'autres grands biologues du Troisième Reich. Ils ont continué actifs dans la biologie, mais ils ne faisaient plus des choses sur les êtres humains et ils travaillaient sur, c'est pas quoi, les mouches, les scarabées, c'est pas quoi, le maïs. Bon, c'est autre chose. Les idées étaient les mêmes, bien sûr. Mais, bon. C'est ça pour Lucien Rebatté. Bon, ok, il écrit là ses dialogues de prison, mais sinon, il se concentre plutôt dans la critique musicale et pour d'autres écrivains, pareillement. Ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à voir de nouveau le jour les grands classiques du fascisme. Donc il y a eu cette dissimulation. Dans le cas du Troisième Reich, dans le cas du Troisième Monde, bien sûr, des gars comme Nasser ne vont pas se revendiquer ni les autres. Aujourd'hui, si on dit au Brésil que le péronisme est un fascisme, on est totalement minoritaire et c'est très problématique de le défendre. Pourquoi? Parce que dire que le péronisme est un fascisme pose en question la caractérisation du régime du Venezuela, qui est totalement fidèle, disons, qui se veut une résurrection du péronisme. Alors, on a intérêt à cacher toute cette partie troisième mondiste du fascisme. Tiers-mondiste, oui. Pardon? Non, tiers-mondiste, tu voulais dire, oui. Oui, mondiste du fascisme. On n'en parle plus. Ou on parle très peu. Quant au cas par exemple, l'autre jour, je voyais un article qui faisait l'histoire de l'agriculture organique. Ce qu'on appelle au Brésil l'agriculture organique. Très prônée par les écologistes. Pas par tous, bien sûr, mais par la plus importante des écologistes, ambientalistes et tout ça. Et l'article disait, nous n'allons faire l'histoire de l'agriculture organique, sinon que pour les derniers 40 ans. Ah ben c'est parfait. Voilà. Si on fait pour les derniers 40 ans, on ne parle pas de l'agriculture organique au Troisième Reich, et c'est la naissance de l'agriculture organique. Quand elle était l'agriculture officielle, disons, du régime, au temps de Walter Darré, etc. Pourtant, ça s'est bien étudié. Ça s'est bien étudié dans les spécialistes, chez les spécialistes. Mais ça passe pas pour le plus grand nombre des gens, et surtout pas pour les jeunes qui disent « Ah oui, magnifique, l'agriculture organique, elle est anticapitaliste. » Alors en France, effectivement, on a la même chose avec l'agriculture biodynamique, hein, on appelle biodynamique, qui se revendique explicitement de Rudolf Steiner. Quand on parle d'agriculture biodynamique, c'est le terme même de Steiner. Ouais. Et Walter Darré, quand Steiner est tombé, peut-être pas entièrement dans les bonnes
Le Troisième Reich, toute une partie des dirigeants du Troisième Reich n'aimaient pas Steiner, d'autres aimaient, et il a transformé le nom biodynamique en organique. Et il a éliminé une partie, la partie qui a à voir, comment on dit, astrologique. Parce qu'il y avait une partie du Troisième Reich qui était astrologique, Rudolf Hess surtout, mais d'autres, ils n'étaient pas astrologistes. Bon, alors, mais aujourd'hui, on peut revenir au biodynamisme, bien sûr, sauf qu'on gomme toute la partie du ministère de l'Agriculture du Troisième Reich. C'est ça, faire l'histoire. Alors là, tu veux dire qu'il y a une part de dissimulation évidente de la part des origines, alors. Oui, délibéré chez les Chèques, et fruit de l'ignorance chez les autres, parce que l'ignorance, elle prolifère, n'est-ce pas? Mais alors, je vais faire mon candide, mais globalement, a priori, on se dit que si c'est l'agriculture, il n'y a pas plus d'agriculture nationale-socialiste que de, je sais pas moi, que de mathématiques prolétariennes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc a priori, ça pourrait ne pas poser de problème. Alors, pourquoi toi tu penses que ça pourrait poser problème et que ça relève de la dissimulation à cause simplement d'une généalogie, de l'histoire, de la possibilité de remonter jusqu'aux sources, ou en tout cas la dissimulation des sources? Non. Non. Je ne dis pas, par exemple, que l'indéterminisme quantique est naziste. Oui. Que Heisenberg, a eu on sait, des rapports très étroits au Troisième Reich. Bon. Même s'il était critiqué par le mouvement de la physique arienne. Mais non, l'indéterminisme quantique n'est pas national-socialiste, même si Einstein le considérait faux et irrationaliste, mais ce serait bien plus général la question. Question aussi, il disait que la Terre est ronde, le Troisième Reich, on disait que la Terre est ronde, n'est-ce pas? Et qu'elle tourne, et tout ça. Donc, et nous disons aussi que la Terre est ronde. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'agriculture organique, elle est anti-productive et elle présuppose une notion de nature. Il y a, à mon avis, un mythe de nature. Et dans cette anti-productivité, elle contrarie ce qu'on appelle un terme marxiste, la loi de la valeur, etc. Et alors, là, elle est déjà quelque chose de différent. Quelque chose de différent des genres d'agriculture qui surgissent usuellement dans le capitalisme. Si on lit les livres, je crois que c'est la meilleure historienne sur la question, c'est Anne Bramwell, qui d'ailleurs est une écologiste et qui défend l'agriculture organique, et qui s'efforce le plus possible pour gommer les rapports de Walter Darré avec les SS. On peut dire comment est-ce possible de gommer ça, mais elle s'y efforce. On voit le caractère bien plus idéologique que scientifique de l'agriculture organique. C'est là, à mon avis, qui commence le problème. C'est que l'agriculture organique ne naît pas, elle naît avec Steiner, donc dans la suite, cette biodynamique-là de Steiner. Elle n'est pas par des raisonnements sur la biologie, etc., dans la lignée des sciences de l'époque, mais elle part d'une notion mystique, et de notion mystique par rapport à la nature, et de notion mythique par rapport aux paysans germaniques. C'était considéré dans le Troisième Reich comme quelque chose de typique du germanisme. Et Walter Darré dit clairement, bon, je sais bien qu'elle n'est pas productive, mais c'est la condition d'avoir une harmonie entre la race et le sol. Donc elle est bien plus proche de l'idée
du sang et du sol que des développements scientifiques sur la production agricole. C'est pour ça que je crois qu'on doit l'enraciner dans le Troisième Reich. Alors justement, j'ai envie de synthétiser pour qu'on travaille vraiment cette chose-là. C'est-à-dire que tu dis, donc en substance, que l'échec des mouvements fascistes, enfin, soi-disant, leur a imposé à la fois une dissimulation contrainte, forcée et tactique, et qu'ils ont déployé leur champ d'investissement, soit sur certaines luttes du tiers-monde, dont on sait d'ailleurs, par exemple, que certaines officines nazies ont aidé, par exemple, à la publication de Mein Kampf au Moyen-Orient, par exemple, ou sont réfugiés dans certains pays du Moyen-Orient. Et d'autres ont investi d'autres champs idéologiques ou intellectuels pour développer leurs thématiques historiques jusqu'au point de les dissimuler. Est-ce que tu me confirmes ce que je peux résumer? Ouais. Bon. J'ai cherché là un court passage de Bardèche, j'ai trouvé un temps, et il dit « Pourvu que le mot de fascisme ne soit jamais prononcé, les candidats au fascisme ne manquent pas. » Voilà. Oui. Pourvu que ne soit jamais prononcé. Je vais te donner un exemple. Il y a un site très intéressant, énorme. Laisse-moi voir si je le trouve. www.pdfarchive.info. C'est très intéressant de consulter les ouvrages réunis dans ce site. Tu as en même temps du fascisme classique et tous les ouvrages plus ou moins irrationalistes. Tu connais par exemple Paulo Coelho, l'écrivain? Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Voilà. On ne va pas dire que Paulo Coelho est fasciste. Non, mais il fait dans l'irrationalisme Voilà, Paulo Coelho est tout. Paulo Coelho dans le PDF archive. C'est très intéressant. C'est un site fasciste, fasciste antisémite. Antisémite, c'est aussi anticapital financier, que c'est juif, etc., etc. Tous ces mythes-là. Et en même temps, toute cette sorte d'irrationalisme de Paulo Coelho et compagnie. C'est ça le terrain des fascistes actuellement. Quand Eichmann a été fusillé à Jérusalem, il a prononcé les dernières paroles, n'est-ce pas? C'est une habitude des fusillés de prononcer les dernières paroles. De toute façon, ils prononcent toujours dernières paroles parce que ce sont celles qu'ils ont prononcées avant d'être fusillés, ce sont les dernières. Il a dit, le mot, c'est difficile de traduire, il n'y a pas... En général, on traduit comme croyant en Dieu, c'est-à-dire cette troisième religion au Troisième Reich, cette religion des néopagans. Oui. Alors, je mettrai néopagans. Il n'a pas dit ça, parce que le mot c'était croyant en Dieu. Enfin, je vais dire croyant en Dieu. Alors, ça veut dire exactement ce que quand les historiens parlent du néopaganisme, des SS. Il a dit, j'ai vécu comme un néopagan, comme un croyant en Dieu, et je mourirai comme un croyant en Dieu. Je trouvais ça toujours très intéressant, c'est-à-dire pour lui, le national-socialisme, qu'on considère la question fondamentale, mais pour lui, ce n'était qu'une façon particulière d'appliquer les idées des croyants en Dieu, des néopagans. Pour lui, plus important, plus loin que le national-socialisme proprement dit, c'était le néopaganisme. Je crois que ça aide à comprendre pourquoi ces sites-là ont tellement d'ouvrages néo-païens. Mais est-ce que c'est